Merci. Alors, hop, hop. C'est pas parti là? Tu me dis quand je peux y aller. On va attendre. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre 2 minutes que les connexions s'activent et que vous ayez toutes et tous le temps de nous rejoindre. Il y a une cinquantaine de participants connectés. Donc, dans exactement maintenant, nous allons bientôt pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Nous sommes le 21e jour de cette 21e année du 21e siècle et nous lançons le premier webinaire de TETU Connect sur le thème « Les mots ont un sens ». Avant tout, au nom de toute l'équipe TETU Connect, je vous souhaite une année 2021 résolument différente de la précédente. On verra à la fin de l'année quel qualificatif nous lui donnons. Je suis ravi de vous retrouver autour de ce thème, le sens des mots, MOTS, pour expliquer et nous aider à comprendre l'importance des mots dans notre quotidien, leur force, leur liberté, leur violence et parfois même leur légèreté. Nous échangerons avec 4 panélistes. Je vous fais un tour d'écran pour vous les présenter. Il y aura Caroline Mécari, avocate au barreau de Paris et du Québec. Bonjour. C'est la dame en rouge. Il y aura Anne-Laure Thomas-Briand, directrice diversité et inclusion chez L'Oréal France. Bonjour à tous. Il y aura David Malazoué, qui est président de SOS Homophobie. Bonjour à tous et toutes. Et il y aura Jean-Luc Romero-Michel, qui est adjoint à la maire de Paris, en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Ai-je tout cité, Jean-Luc? Oui, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous et évidemment, excellente année à tout le monde. Alors, au cours de nos échanges, nous allons évoquer les mots, qu'ils soient à utiliser pour bien désigner les personnes, parce que c'est quand même la première fonction d'un mot, c'est de désigner quelque chose ou quelqu'un, qu'ils soient parfois blessants par maladresse et bien souvent par ignorance ou par volonté, qu'ils soient aussi blessants par volonté. Il y a des personnes qui malheureusement ont la volonté de blesser, et parfois que ces mots soient qualifiés de délictuels et donc sanctionnables. Alors, pour vous faire un petit panorama, et avant de vous faire d'ailleurs un petit panorama, je vais vous faire réfléchir sur le mot et le genre des mots. Vous observerez que la quasi-totalité des insultes LGBT-phobes, qui sont par définition, puisque ce sont des insultes, des propos dévalorisants, sont au féminin ou féminisants. Par exemple, courir comme une gonzesse. Par exemple, être une tapette. Et vous me direz, et pour les lesbiennes, être une camionneuse. On n'utilise pas le masculin, on ne dit pas qu'elle a une allure de camionneur, on dit que c'est une camionneuse, etc. Tous les exemples sont quasiment dans cette veine. Donc tout au long de cet échange, il faudra garder dans un petit coin de notre tête que ça pose également le sujet récurrent de l'intersectionnalité et des luttes contre toute forme de discrimination, même si là, nous allons faire un focus sur les luttes LGBT-phobes. Alors, une petite liste comme ça, qui tout à fait anodine, de paroles qui ressemblent à quelque chose de banal. Je respecte ton choix. J'ai rien contre les gens contre toi. Ouais, c'est ta vie privée. Je n'ai pas à la connaître. LGBT quoi? Oh bah toi, ça ne se voit pas. Bon, on n'est pas les tapettes. Ah bon? Et tu as quand même des enfants? Bah pas de problème, du moment que tu ne me sautes pas dessus. Je n'ai quasiment utilisé aucune insulte, mais vous voyez que les mots peuvent avoir une force insoupçonnée. Alors après cette introduction, trop longue comme d'habitude, je vais laisser la parole à nos panélistes qui pourront réagir à ces expressions et aussi à tant d'autres qu'ils et elles ont l'habitude malheureusement d'entendre.
Alors, pour tout d'abord, pour parler des mots qui font mal, David, est-ce que tu peux nous mettre quelques mots et chiffres et nous faire un panorama de ce qui arrive sur les lignes d'écoute et les autres médias de SOS Homophobie? Bien sûr. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Petite précision d'abord sur le scope, enfin sur la source de toutes les infos que je m'apprête à vous donner. Ça recoupe à la fois les témoignages reçus sur notre ligne d'écoute anonyme téléphonique, mais également les courriels qui sont reçus, les témoignages anonymes qui sont laissés sur le site d'SOS Homophobie, les échanges dans le chat écoute, ainsi que les échanges qui ont lieu entre le site SOS Homophobie à destination des jeunes, qui s'appelle C'est comme ça, et également un certain nombre de témoignages qui sont consignés à l'issue des interventions en milieu scolaire, à l'issue d'un processus que l'on appelle les petits papiers, en fait, qui permettent aux élèves de faire part finalement de tout ce qui leur passe par la tête sur les sujets LGBT, et dans lesquels on retrouve en fait assez fréquemment des jeunes qui font état d'insultes dont ils et elles ont fait l'objet. En termes de chiffres, tout d'abord, pour un petit rappel de ce sur quoi sont fondés les chiffres que je m'apprête à vous donner, ce sont les témoignages qui ont été recueillis par SOS Homophobie en 2019. Nous sommes encore en train de traiter les témoignages reçus en 2020. 2396 témoignages, plus 26% par rapport à 2018. C'est le deuxième chiffre le plus élevé depuis la création de ce rapport. Et il arrive juste derrière l'année 2013, qui est l'année d'adoption de la loi ouvrant le mariage à tous les couples, enfin, aux personnes de même genre, même si la loi vise les personnes de même sexe. Sur toutes ces situations qui nous ont été rapportées, nous avons 47% des témoignages qui visent des situations, enfin, qui font état de propos injurieux. 47%, ça représente quasiment la moitié des témoignages. Si on y ajoute la diffamation et les différents propos qui font état de rejet, finalement, on arrive quasiment à 75% des témoignages. Sur l'ensemble également des témoignages, on remarque que 61% des témoignages qui sont issus du milieu scolaire et de l'enseignement supérieur concernent des injures. Alors, quand on dit injure, c'est vrai que cette situation est vraiment très large, et c'est vrai que ça nécessite de s'intéresser peut-être un peu plus précisément à qu'est-ce qu'on met dans les injures, enfin, en tout cas du point de vue des témoignants, du point de vue des victimes. Qu'est-ce que c'est qu'un mot qui fait mal? Alors tout d'abord, si je commence peut-être au stade le plus précoce de la vie, dans le milieu scolaire, les injures, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est le fait que l'insulte la plus répandue en milieu scolaire et universitaire, ça reste encore et toujours pédale ou pédé. C'est toujours considéré aujourd'hui comme c'est toujours l'insulte qui vient la première à l'esprit des jeunes dans la cour de récré. Un peu plus loin, ensuite, si on s'intéresse au cadre professionnel, on arrive plus sur… alors, à destination des hommes, ça va être l'injure, tarlouse, tantouse, et envers les femmes, ça va être très majoritairement gouine, les termes qui sont employés. Ensuite, on est sur des thèmes qui sont pas forcément destinés à une personne, mais qui visent l'ensemble finalement des personnes LGBT. Il y a essentiellement le propos de déviance qui va être utilisé pour parler du fait d'être LGBT. Voilà, ça, ce sont peut-être les mots principaux qui reviennent dans les différents témoignages, vraiment au sens injurieux, au sens diffamatoire, et un peu plus largement, ensuite, on a des mots qui visent l'ensemble de la communauté LGBT. Là, on n'arrive plus sur des choses relatives à des délits de presse, des choses qui vont être tenues dans les médias par des personnalités publiques. Ensuite, la deuxième forme d'expression des mots qui font mal, ça va être les menaces. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même 19% des témoignages qui font état de menaces, aussi bien de menaces de violence physique que parfois de violence sexuelle. Et cela va jusqu'à des menaces de mort, quelque chose qui est extrêmement récurrent
la quasi-totalité en réalité des menaces sont des menaces de mort, alors qui ne sont pas forcément répréhensibles au niveau de la loi parce qu'elles ne sont pas toujours réitérées, mais ce sont, voilà, ça reste pour ces personnes quelque chose de très, très traumatisant, surtout quand on tient compte du fait que les personnes LGBT sont surexposées à des risques de violence. Donc, ça fait naître une crainte qui est légitime chez ces personnes. Oui, et quand on arrive à des propos tels que des menaces de mort, je suppose que ça doit être extrêmement troublant et extrêmement blessant pour les personnes qui les reçoivent. Oui, extrêmement blessant, d'autant plus que ces propos ne viennent pas toujours de tiers. Et là, j'ai relevé un exemple en particulier que nous avons reçu dans la commission qui réalise de l'accompagnement juridique des victimes d'LGBT-phobie. Un exemple, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est l'exemple d'une jeune fille dont les parents ont découvert qu'elle était lesbienne à la suite d'un outing sur Facebook. Cette jeune fille s'est entendue dire par son père si tu ne changes pas, je vais te tuer et je me tuerai ensuite. Voilà, il faut quand même réussir je pense qu'il faut quand même intégrer… Absorber le choc. Oui, à absorber le choc, d'autant plus que c'est un propos qui est tenu par un parent envers son enfant. Ça ne vient pas de n'importe qui, d'un inconnu, de quelque chose sur lequel on pourrait passer en se disant que c'est une manifestation de rejet qui est liée simplement à de l'ignorance. C'est quelque chose qui va poursuivre la personne va être confrontée à son agresseur, à la personne qui l'a menacé tous les jours. Je m'écarte un petit peu de peut-être ce qui relève du sujet pénal pour aller un peu plus loin. Surtout si je prends trop de temps, il ne faut pas hésiter à me couper, à me dire de passer. Ah, mais ça ne va pas tarder, David. Continue, mais ça ne va pas tarder. Ça marche. Ensuite, ce qui est de l'ensemble des expressions de la pensée qui ne sont pas finalement des injures, étant précisé qu'on a quand même aujourd'hui de plus en plus d'expressions de la haine sur Internet, ça représente aujourd'hui quasiment 1/5 des signalements. On va avoir des propos qu'on peut qualifier peut-être un peu plus banals, mais qui expriment quand même un mépris ou un rejet. Ce sont tous les mots que tu as cités tout à l'heure, Nicolas. Des propos comme « les gens comme vous, votre mode de vie, ça ne me dérange pas du moment que… » 3 petits points. Et d'autres mots, d'autres expressions qui sont rabaissantes. Alors, sur ce sujet-là, de nouveau, un exemple qui est assez prégnant. Ce sont des propos qui ont été tenus par Agnès Serighelli lors de son procès. Moi, j'étais présent, je l'ai entendu parler lorsqu'elle s'expliquait, lorsqu'elle se défendait sur la question de l'emploi du terme de lobby LGBT. Oui. Elle a comparé l'exemple qui lui semblait opportun pour se défendre, c'était de dire il existe le lobby LGBT comme il existe le lobby du tabac. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, cette comparaison d'assimiler la communauté LGBT et les personnes qui les défendent à une industrie qui commercialise un produit qui, de façon assez incontestable, tue des gens, tue énormément de monde, provoque des maladies, donc cause des drames dans des familles. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez significatif. Et le résultat chez les personnes LGBT ne s'est pas fait attendre. On a 533 signalements de ces propos qui ont été faits. Preuve que c'est quand même quelque chose qui choque les gens. Oui. Alors, tu vois, ça va arriver. Je pense que tu vas être coupé, David. Il y a Nicolas qui va reprendre la parole. C'est le poids des mots. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant et surtout, ces chiffres sont éloquents parce que la vision de SOS Homophobie, en plus, c'est une vision sociétale. Elle n'est pas ciblée uniquement sur le monde du travail, mais bien évidemment que le monde du travail n'est que le reflet de la société et que ce qui est rencontré dans la société en général se transpose aussi dans le monde du travail, que ce soit un monde du travail organisé dans le privé, un monde du travail de la vie publique, comme celle que côtoie Jean-Luc Jean-Luc Romero-Michel depuis aussi longtemps que moi. Mais donc, j'ai vu souvent passer des insultes, des injures sur les réseaux sociaux qui t'arrivent, Jean-Luc. Donc, tu en es parfois le témoin, parfois la cible directe. Ces mots, ils font mal, évidemment. Mais en tant que personne publique, comment toi, tu réagis ou voire tu ne réagis pas sur le sujet? Et on redonnera la parole à David après. Ah, t'as pas ton micro, Jean-Luc.
c'est les joies mieux. des Zooms et autres trucs. Merci Nicolas, et c'est vrai ce que disait David est vraiment extrêmement intéressant. Moi, je trouve qu'il y a quand même un espèce d'énorme paradoxe, c'est-à-dire que quand même la société, elle est plus ouverte. Si vous le rappelez, je suis très vieux, plus vieux que vous tous ici, dans les années 80-90, il n'était pas simple de vivre son homosexualité, d'être trans, d'être lesbienne, etc. La société, les sondages de l'époque le montraient clairement. Aujourd'hui, on a quand même, quand on regarde les sondages, quand on voit ce qui se passe, on a quand même une évolution favorable de la société. Et le grand paradoxe, c'est que par contre, les violences LGBTQI-phobes, elles sont très apparentes aujourd'hui et très fortes. Et c'est vrai que l'apparition notamment des réseaux sociaux et malheureusement, ça peut être le meilleur aussi. Je ne voudrais pas non plus, on utilise tous ici, toutes et tous, les réseaux sociaux, mais a amené une violence qui est extrêmement difficile à vivre. Et Caroline, qui suit depuis longtemps tous ces sujets, pourra vous le dire mieux que moi parce qu'elle a une vision plus globale que la mienne. Mais ces violences, oui, sont très difficiles. Et il faut se dire d'abord en pensant aux plus jeunes d'entre nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au travail. On a beau être dans une société, comme je le dis aujourd'hui, plus friendly, c'est pas simple de se faire soit insulter violemment, qui arrive peut-être un peu moins, sauf sur les réseaux sociaux, enfin, mais en face, mais d'avoir des allusions qui vous montrent à quel point vous êtes différente ou différent des autres. Et ça, c'est une vraie violence parce qu'on a en plus notamment des jeunes qui croient être dans une société qui est voilà, très ouverte et puis se rendre compte que malheureusement, il y a une partie de cette société qui reste très fermée. Alors, vivre ces attaques, c'est toujours violent. Vous savez, moi, j'ai 61 ans, je ne m'y habitue pas. J'ai d'ailleurs, comme certains, une application qui me permet de ne pas voir tout ce qu'il y a. Mais moi, j'ai fait le choix soit d'attaquer parfois, et on l'a fait avec Caroline, voilà, dans une affaire qui était très dure parce que c'était au moment de notre mariage et qu'il y avait des choses qui sont, vous savez, quand vous voyez un tweet qui est envoyé des milliers de fois sur lequel vous voyez un drap blanc et on vous met de la merde dessus et on vous dit le mariage est consommé, c'est extrêmement violent et c'était même peut-être plus violent et je l'avais dit à l'époque à Caroline que les menaces de mort qui s'accompagnaient parce que là, ça vous touchait voilà, personnellement et cette représentation qu'on donnait quelque part du couple homosexuel. Et donc, moi, c'est-à-dire que régulièrement, je mets en exergue des tweets que je trouve particulièrement scandaleux. Et puis maintenant, la plupart du temps, je passe à côté parce que c'est vrai que… Ah, nous avons une coupure de faisceau, comme on dit à Cognac G, parce que je suis aussi… Je préfère ça tous les jours. Et j'ai Voilà. pris les jours en étant un truc qui était absolument horrible. Pardon. Non, c'est bon. On a eu une petite coupure son, mais c'est bon. Comment dire, ah d'accord, pardon. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut un peu doser les choses. Il faut quand même dénoncer ce qui se passe. Parce que ce qu'on ne montre pas n'existe pas. Et je crois que aussi faire des procédures judiciaires, et je dis là encore, c'est Caroline qui nous en parlera mieux, je pense que c'est aussi utile. Parce qu'il y en a certains qui, aujourd'hui, que ce soit même dans le milieu du travail ou sur les réseaux. Ah, alors là, nous avons eu un… Est-ce que tout le monde continue à m'entendre? Oui, bon. Alors, on a eu un petit souci. Je pense que Jean-Luc va essayer de se reconnecter. C'était un petit souci de connexion, c'est pas grave. Pour rebondir sur ce qu'a dit… Je suis revenu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, mais, vas-y, continue, Jean-Luc. Je ne sais pas si c'est la région faisais la liaison. Île-de-France. Alors, je ne sais pas, comme il y a notamment un élu très homophobe à la région Île-de-France, et je ne sais pas s'il m'envoie des mauvaises ondes là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire pour tout dire. Ah bah, écoute, je vais reprendre le fil de ce que tu disais et puis passer la parole ensuite à Caroline ou à David ou à Anne-Laure et dire aussi à toutes les personnes qui nous regardent sur ce webinaire, si elles ont des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Nous essaierons d'y répondre en live ou en différé si le temps nous manque. Mais tu as dit quelque chose d'extrêmement important, Jean-Luc, c'est tout ce que si on ne montre pas les choses, elles n'existent pas. Oui, c'est aussi le rôle premier des mots.
c'est de faire exister le bien et le mal. Les mots sont là pour faire exister, pour donner du corps à quelque chose. Mais justement, est-ce qu'on doit réagir à tous les mots? Donc toi, tu as dit non, je ne réagis plus systématiquement. Il est vrai que si nous réagissions toutes et tous aux mots infamants que nous voyons à notre rencontre, on passerait notre vie dans les prétoires. Et je crois que si je peux me permettre juste de terminer sur ce que tu dis, Nicolas, je pense par contre quand ce sont des personnalités publiques, je crois que là, il ne faut rien laisser passer. Parce qu'on a d'abord, tout le monde a un devoir d'exemplarité, et je parle particulièrement pour les élus, et là, on doit réagir systématiquement. Après, quand on voit certains qui sont voilà, plutôt dépaumés, qui ont presque personne qui les suit, il faut peut-être faire attention que de ne pas donner un écho qui, quelque part, peut aussi avoir un effet secondaire. Parce que, c'est-à-dire, je le répète, ceux qui le voient, parce que certains ont peut-être la chance d'être blindés, d'accepter ce qu'ils peuvent entendre, enfin d'arriver à l'assumer, mais d'autres non. Et Oui. je crois que ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça vous ramène toujours voilà, à votre propre identité, à la difficulté qu'il y a eu à se construire. Alors, les jeunes générations, c'est plus facile, mais moi, je vois la mienne. Assumer son homosexualité, c'était quelque chose d'extrêmement violent. Moi, en plus, j'étais dans un milieu d'ouvriers espagnols communistes. Le communisme, c'était pour eux l'homosexualité un vice bourgeois. Donc, il fallait assumer. Alors, on n'est plus dans cette truc, mais quand même, c'est une construction à chaque fois. On doit faire ce que la société ne nous prépare pas à être une lesbienne, un homosexuel ou à dire que notre identité n'est pas la bonne. Et donc, tout ce travail-là, il faut encore le faire. Et c'est pour ça que, oui, je pense qu'il faut doser. Il faut doser, voir quand il faut attaquer, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il ne faut pas laisser passer. Parce que voilà, il faut qu'on comprenne qu'en plus, il n'y a pas une hiérarchie dans les discriminations. Parce que moi, je suis souvent frappé d'entendre même chez des politiques qui seraient plutôt ouverts dire « Ah oui, le racisme et l'antisémitisme, c'est inacceptable, mais bon, les LGBT-phobies, le sexisme, voilà, c'est plus des plaisanteries, c'est moins grave. » Non, je pense que tout provient voilà, souvent d'une méconnaissance, souvent d'ailleurs. C'est plus des gens faibles quelque part, je dirais, qui discriminent les autres. Mais je pense qu'il faut là-dessus faire aussi qu'il y ait une ligne rouge. Et cette ligne rouge, elle ne doit pas être, comment dire, franchie. Et il ne doit pas y avoir de hiérarchie dans les discriminations et dans les insultes. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, pour faire rebondir notre experte de droit, qui est Caroline Mécari, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les insultes au vu du droit? Et puis, est-ce qu'on doit systématiquement réagir lorsqu'on est victime d'un propos que l'on caractérise soit comme blessant? Par exemple, alors je prends un exemple qui est extrêmement personnel. Moi, j'estime que l'insulte suprême qu'on me fait, c'est quand on dit je n'ai rien contre les gens contre toi, comme toi. Est-ce qu'on doit réagir à ça? Micro, Caroline. Micro. Micro. Mais à culpa, Voilà. je devrais le savoir. Bien. Il y a vraiment de multiples manières de réagir. D'abord, pour répondre à ta première question, à savoir est-ce qu'il y a une hiérarchie entre ce qui est répréhensible d'un point de vue légal quant à la nature des injures. En réalité, aujourd'hui, si tu veux, on a mis sur le même plan l'injure raciste, sexiste, homophobe, à raison du handicap. Il y a plus de 18 critères qui permettent éventuellement d'entamer des poursuites judiciaires si on fait l'objet d'une injure ou d'une diffamation ou ou si il y a un appel à une menace de mort. Donc, il y a une égalité, entre guillemets, entre ces discriminations. Il n'y a pas de hiérarchie dans la loi. Le point commun qu'elles ont toutes, à mon avis, d'un point de vue sociologique, c'est qu'au fond, elles traduisent toute la haine de l'autre, ou plus exactement la haine de ce qui est différent de moi. Et tout à l'heure, au début du webinaire, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappée, puisque dans les insultes qui ont été évoquées par David, et tout ce qu'a évoqué David, ce sont des insultes, ce ne sont pas des diffamations, eh bien, et toi-même tu l'as souligné, tu as rappelé qu'on les féminisait. Et derrière cette féminisation
du terme qui permet de qualifier de manière injurieuse une personne homosexuelle, au fond, ce qui transparaît, c'est la haine et le mépris du féminin. Il y a vraiment cette racine-là qui est très commune, en tout cas au sexisme, à l'homophobie, qui est très, très importante. Ce que toi, tu ressens comme blessant, en réalité, ne peut pas rentrer, ne peut pas être pris dans le prisme d'une poursuite pénale. C'est l'expression d'une opinion. Certes, elle est offensante, mais c'est ce qui, j'allais dire, fonde notre liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas le fait de pouvoir dire et entendre que des choses qui nous plaisent. La liberté d'expression, c'est de pouvoir dire et énoncer éventuellement des choses qui peuvent être offensantes ou blessantes à l'égard d'autrui. C'est ça, sinon il n'y a pas de pluralisme, sinon on dit tous la même chose et on a vraiment une pensée unique. Donc il faut accepter, entre guillemets, que quelqu'un qui est gêné avec l'homosexualité puisse te dire ce qui, toi, te blesse. En revanche, il y a un travail, à mon avis, à faire. C'est-à-dire, en rétorquant, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, tu penses que je suis vraiment différente de toi? Et engager un dialogue qui va permettre de faire prendre conscience à la personne du caractère, au fond, extrêmement méprisant de sa manière de faire, ou à tout le moins qui témoigne d'une grande ignorance. On passe notre temps à essayer d'éduquer les gens en réalité. Moi, personnellement, je suis pour une très, très grande liberté d'expression. Après, la question qui se pose, c'est de savoir où est la limite. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va avoir affaire à une qualification pénale d'une injure ou d'une diffamation, mais c'est l'injure qu'on évoque le plus, hein, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en milieu professionnel, ou que ce soit dans le cadre des loisirs. Au fond, c'est ce qui fuse le plus vite et le plus rapidement. La question de savoir si on poursuit ou pas, d'abord, c'est une question éminemment personnelle. Et de ce point de vue-là, l'exemple de Jean-Luc est tout à fait topique, c'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'à son avis, lorsque l'on est une personnalité publique, un élu comme lui, mais ça peut être un dirigeant d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui est présent dans la vie publique, qui fait l'objet d'un discours injurieux à caractère homophobe, moi je pense qu'en effet, il faut réagir parce que la personne publique a, entre guillemets, un rôle modèle d'une certaine manière. Et ça oblige à faire réfléchir. Bien sûr, ça ne va pas éradiquer toutes les manifestations d'homophobie comme les plaintes contre... à l'égard des propos sexistes ou racistes ne les éradique pas. Mais c'est bien rappeler qu'on a une très grande liberté de parole, y compris en tenant des propos qui peuvent blesser ou offenser les autres, mais en même temps, la limite, c'est le caractère injurieux du discours. Alors, ça, c'est d'une manière assez générale ce que je raconte. Il faut voir au cas par cas. En plus, du point de vue juridique, la vraie difficulté. On parle tout le temps des réseaux sociaux, de ce qui se dit sur Facebook, de ce qui se dit sur Twitter. D'abord, on peut avoir une difficulté à identifier l'auteur. Vous avez un certain nombre de personnes qui s'expriment, non pas sous leur nom, comme moi-même je le fais ou Jean-Luc le fait, mais qui s'expriment avec un pseudonyme. Déjà, on a une difficulté pour arriver à identifier l'auteur. Et on a une difficulté qui est d'autant plus grande que en réalité, les pouvoirs publics ne mettent absolument pas les moyens matériels et humains pour pouvoir éradiquer la haine en ligne. C'est-à-dire que si je vous dis qu'aujourd'hui, si je prends le tribunal judiciaire de Paris, qui a une compétence judiciaire à la fois en matière de presse, qui peut avoir une compétence judiciaire sur toute la France, c'est-à-dire sur 68 millions de personnes, du fait qu'on peut faire un constat d'huissier à Paris pour constater qu'on a reçu le propos à Paris, il n'y a même pas 10 magistrats qui sont chargés de ces questions. Vous imaginez bien que c'est une vraie problématique. Et quant aux policiers, il y a une brigade spécialisée dans la répression des propos sur la liberté d'expression. Ils sont à peine plus. C'est donc totalement insuffisant. C'est la raison pour laquelle, même si vous, par exemple, vous déposez une plainte, y compris en saisissant le procureur de la République, par exemple, vous avez été l'objet d'une menace de mort, ça c'est très grave, il n'y a pas besoin qu'elle soit réitérée, il suffit qu'on vous menace de mort une fois, l'infraction, elle est constituée. Il faut évidemment arriver à le prouver. Donc, qu'est-ce que vous avez qui le prouve? Est-ce que ça a été écrit ou pas écrit?
déjà, si c'est un propos… donc, il y a une très grande difficulté. Le procureur, il va classer. Le procureur, il est submergé de dossiers. Les dossiers en matière d'agression sexuelle, les dossiers de délinquance ordinaire, du vol à la tire, à la petite agression banale. Donc, il n'y a pas les moyens, en réalité, pour, j'allais dire, lutter contre les discours, on va dire, discriminants. En revanche, ce qu'on peut faire, chacun, nous les uns et les autres, c'est partout où nous sommes, c'est c'est répondre à ce discours. C'est dans la mesure du possible, évidemment. Et c'est par ce que l'on fait, par ce que l'on dit autour de nous, qu'on arrive à faire changer l'opinion. Je rappelle quand même que l'homosexualité, finalement, jusqu'à 1982, était pénalement réprimée. Pas dans tous ces aspects, mais elle était symboliquement, c'était énorme. 1982, c'est il y a 40 ans. On ne fait pas changer, on ne modifie pas une société en l'espace de 40 ans. Il faut des décennies, voire des siècles. Et c'est la même chose pour la question des discriminations sexistes. C'est la même chose pour le regard que l'on a à l'égard des personnes handicapées. Chaque fois, il faut faire entre guillemets de la pédagogie. C'est un très, très long travail. Et des webinars comme celui que nous faisons aujourd'hui font partie de ce qui permet d'alimenter, en fait, le bon propos, en tout cas le propos qui permet de faire changer le regard des autres, et de sortir de l'injure et de cesser d'être stigmatisé. Et puis, je vais terminer là-dessus. On peut aussi vouloir revendiquer l'injure, c'est-à-dire on peut soi-même dire, mais moi je revendique le fait d'être Gwyn. Vous voyez, tu vois, oui, bien sûr. Le fait d'être PD, ça c'est vraiment le retournement du stigmate qu'on doit pouvoir aussi faire. Alors évidemment, pour les gens qui ne sont ni PD ni Gwyn, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, l'hétéro n'étant pas une injure. D'un côté, on dit voilà, c'est injurieux, mais de l'autre, on l'utilise nous-mêmes. Moi, bon, bref, voilà. C'est ça que je peux dire. Mais on comprend bien ton propos, Caroline. Et puis surtout, ça met en avant qu'un des rôles premiers et une des armes premières que nous avons déjà, nous 5, autour de ce webinaire, et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, c'est la pédagogie, c'est d'expliquer les mots, MOTS, ceux que nous utilisons pour nous définir, ceux que les autres utilisent pour nous définir, et comment on peut utiliser le bon mot en connaissant bien le sens. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, parce que tu connais que sa cible principale, c'est le monde du travail. Donc, c'est juste une parenthèse dans notre vie de 40 ans, ce monde du travail, où on côtoie des personnes qui viennent, qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, qui ont une culture, une culture éducative, une culture familiale, une culture d'école, de grandes écoles ou pas. Et justement, dans le monde du travail, et là la question va être plus orientée d'abord sur Anne-Laure, quels sont les leviers pédagogiques que l'on peut utiliser pour que chacun, chacune se sente à l'aise avec ce qu'elle ou il est, et ne se sente pas discriminé par l'usage de mots maladroits, à minima. Et après, j'aurai une autre question pour David. Déjà, juste un tout petit mot, parce que merci à tous là. J'ai adoré vous écouter. Le sujet, je le travaille en entreprise, j'ai adoré vous écouter. Je trouve que prendre le temps de prendre du recul sur justement les mots, c'est un point qui est essentiel. Caroline, vous l'avez dit, vous avez fait le parallèle avec plein d'autres sujets liés aux discriminations, et je reviendrai sur ce sujet. Mais merci, parce que j'ai tellement entendu dire que c'était de la vie privée. Et que comme c'est de la vie privée, finalement, pourquoi on travaillerait ces sujets en entreprise? Et en fait, il n'y a pas de limite entre une vie privée et une vie professionnelle. On arrive, on ne met pas un déguisement, on arrive au travail. Et si jamais on doit mettre un déguisement et mentir sur qui on est, à ce moment-là, comment on peut être bien au travail et comment on peut donner le meilleur de soi? Et je crois que c'est essentiel d'être libre de dire ou de ne pas dire.
C'est ça qui est important, c'est cette liberté de pouvoir avoir envie de raconter son week-end si on a envie, comme ne pas du tout en parler autour d'un café, parce que les pauses, les moments informels, il y en a tout au long de la journée, il y en a tout au long de la semaine. Alors là, c'est un peu particulier en ce moment, mais ça peut être justement encore plus difficile en période de confinement de, entre guillemets, cacher qui on est si on n'a pas envie. Si on a envie, voilà. Après, il faut respecter. Donc, cette notion de vie privée et de barrière, moi, elle me posait un souci. Et la première chose, je trouve, c'est d'en parler ouvertement. Il y a tout un travail de pédagogie, un travail de formation, on va y revenir, mais c'est d'afficher clairement qu'on vient dans l'entreprise tel qu'on est et qu'on doit y être bien. Et pour moi, il faut que ça parte, que ce soit porté, ces valeurs soient portées à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, c'est un exemple, mais ce qu'on a commencé à faire, c'est signer la charte de l'autre cercle, c'est signer un engagement. Il y avait déjà eu du travail avant, mais ça a été vraiment le déclencheur pour aller beaucoup plus loin. Et surtout, ces sujets, je dis ces sujets parce que pour moi, c'est très lié aussi au sexisme, on va en reparler, au handicap, tous les sujets de l'inclusion, ils ne doivent pas être portés que par les RH, que par une direction diversité. Ces directions, elles doivent insuffler, mais on doit tous travailler sur l'inclusion. Et donc, c'est un exemple, mais il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Moi, j'ai choisi en tous les cas de demander à tous ceux qui voulaient venir travailler avec moi de faire des groupes de réflexion sur ce qu'on pouvait mettre en place. C'était vraiment un point de départ important sur la France, sur finalement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette en place et comment vous pouvez m'aider à le porter? Parce que c'est ça qui est important. Et il y a des actes qui sont pour moi, qui peuvent être qualifiés d'actes petits, mais qui sont symboliques. C'est-à-dire que la charte de l'autre cercle, par exemple, on l'a affichée en grand dans les différents campus et on a demandé à tous les collaborateurs qui voulaient de la signer. Et retrouver la charte signée par énormément de collaborateurs au point qu'on puisse plus lire finalement le texte de la charte, je trouve que c'est très fort symboliquement parlant. C'est aussi des petites choses pour montrer qu'on peut en parler, que les gens se sentent plus à l'aise. Donc, il y a des toutes petites choses, mais ça doit toujours bien sûr être avec du fond. Mais ceux qui veulent, on a tous des cordons en fait de toutes les couleurs. Et ça, c'était important. On a plein de choses comme ça si on a envie de montrer en fait notre engagement ou pas. Chacun est libre en fait. Mais tout ça, ça doit toujours être combiné avec des conférences, avec des explications, avec du fond. Ça, c'est vraiment important. Et c'est important aussi de travailler sur tout ce qui va être formation. Je pense que c'est important parce que la formation, c'est de la pédagogie. Et ce n'est pas former une fois et c'est fini. Les formations, c'est tout le temps. C'est en continu. Tout comme on ne va pas travailler qu'en entreprise la journée du 17 mai, qui est la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Non. C'est un travail de tous les jours pour accepter les gens tels qu'ils sont, que ce soit leur handicap, que ce soit leur sexe, que ce soit leur orientation sexuelle. Ce qui compte, c'est qu'ils soient bien. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et le fait d'en parler, il y a un point qui est important aussi pour moi. Tout le monde ne peut pas connaître les bons mots. Donc, il faut aussi être libre de dire, attends, ce que tu dis là, ça me choque. Ta phrase là, elle est blessante. C'est important d'être capable de le dire pour que l'autre l'entende. Et si c'est trop dur pour soi parce qu'on est personnellement concerné, c'est important de penser au rôle du témoin. Je suis témoin, c'est beaucoup plus facile de réagir quand je suis témoin et de dire, attends là, tu vois ta blague, parce que c'est souvent sous forme de blague, eh bien, elle est vraiment pas drôle. Ou moi, elle me fait pas rire. Ce rôle de témoin, elle me semble vraiment essentiel dans le rôle justement d'éducation et pédagogie pour qu'on fasse évoluer les mœurs, les pratiques. Et puis certaines personnes le font en n'imaginant pas blesser. Mais c'est important finalement de leur rappeler que même si elles ne veulent pas blesser, elles peuvent blesser et qu'il faut stopper. Et en fait, juste pour faire le parallèle sur ce que disait Caroline, on en parlait Nicolas, on a travaillé comme ça sur un autre sujet, mais qui est très lié, on l'a vu, hein, Nicolas, tu l'as dit, Caroline l'a repris, le sexisme, le sujet du sexisme. On a travaillé à plusieurs entreprises sur justement en partant des phrases. Et on a fait des campagnes d'information dans les entreprises avec des phrases sur elle est encore enceinte, elle les enchaîne, on peut jamais compter sur elle le mercredi. Ah bon, c'est toi qui vas chercher des enfants ce soir, c'est pas ta femme? Pour faire réagir en disant stop. Ces phrases-là, on ne veut plus les entendre. On a commencé sur le sexisme, mais sur tous ces éléments de langage, ça me semble extrêmement important, sur tous les sujets liés aux discriminations, de les travailler et de faire prendre conscience, parce que l'idée, c'est ça, c'est la prise de conscience, la pédagogie, la formation et la répétition. Hein, il faut qu'on soit clair, c'est pas en une fois qu'on va tout changer. En tous les cas, qu'on peut progressivement assister à des évolutions. Voilà un petit peu. Et puis surtout, ce qui me semble vraiment essentiel en entreprise, c'est que ce soit vraiment porté à tous les niveaux. Oui, et je vais continuer à faire le lien avec l'entreprise et poser une question qui va être à l'attention de David, parce que dans l'entreprise où on passe 40 ans de notre vie, plutôt plus que moins,
qui est composé de 90% de personnes répondant au modèle hétéronormé. Donc, ça veut dire que 10% sont LGBT+. Il y a déjà ces 90%, certains d'entre eux ont des enfants, ont des ados. Et c'est, à mon avis, c'est là où doit commencer la sensibilisation aux mots et à la force des mots. Et je sais qu'SOS Homophobie intervient beaucoup dans les collèges et lycées. Et David, est-ce que tu peux nous dire, grosse maille, quel temps d'information ou de formation vous faites dans ces structures éducatives? Oui, alors j'ai profité d'avoir pu lire cette question pour faire brièvement le calcul, parce qu'on compte en réalité en nombre d'élèves sensibilisés. L'année dernière, enfin sur 2018-2019, parce qu'évidemment 2019-2020, il y a eu pas mal de modifications liées à la survenance du Covid. Donc 2018-2019, ça fait 35 000 élèves. Si on considère que maintenant la tendance est plus à une trentaine d'élèves qu'à une vingtaine, ça représente à peu près 1200 interventions. À raison de 2 heures par intervention, ça représente à peu près on va dire 2500, oui, c'est ça, 2500 heures à peu près Ouais. d'intervention. Et c'est important d'avoir ce message éducatif auprès des jeunes dans leur structure, donc dans les collèges, dans les lycées, parce qu'on peut supposer qu'une partie de ces jeunes en parlent chez eux. Et je vais dire, en effet miroir, avoir ces mêmes messages pédagogiques en entreprise, on peut supposer qu'une partie des parents en parlent chez eux. Et c'est comme ça qu'on va continuer à faire avancer la chose. Et aussi d'essayer de faire tomber certains préjugés qui peuvent exister sur l'homosexualité et de donner une vraie définition. Parce que, alors là, je vous pose la question à tous les quatre. Avez déjà vous eu la question et comment y avez-vous répondu? Mais qu'est-ce qui se cache derrière LGBT et surtout derrière le plus, quand certains n'utilisent pas QIA pour décliner le plus? Jean-Luc, avec ton micro. Avec ton micro, Jean-Luc. Merci. Non, mais toi, comme moi, on a commencé notre vie affective comme délinquant. Donc, les nouvelles technologies, c'est pas notre truc. Je suis désolé. Non, je voulais que ça t'embête pas parce que j'avais 2 points sur lesquels Vas-y. j'aurais quelque chose. Bon, David vient de nous parler de ce qu'ils font dans l'enseignement et c'est vrai que c'est une vraie préoccupation. Comme là, je suis quand même en tant qu'élu de la mairie de Paris. Il y a d'abord le programme Collège pour l'égalité. Je le dis à celles et ceux qui nous entendent. J'ai vu qu'il y avait quelques responsables associatifs qui nous écoutaient aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a ce dispositif. D'ailleurs, SOS Homophobie vient d'être retenu dans le cadre de formations et d'autres associations qui permettent d'aller justement dans les collèges, qu'il y a aussi dans les lycées par l'intermédiaire du CRIP, je crois à peu près 90% d'une classe d'âge qui reçoit un peu ces formations et dire aux associations, n'hésitez pas, d'abord c'est un peu une source de revenus aussi pour vous, parce que vous avez besoin de vous diversifier dans cette période qui est extrêmement compliquée, et plus il y aura d'associations, parce que avoir des intervenants extérieurs qui vous parlent d'une manière générale des questions, on sait que c'est jamais d'une grande efficacité. Avoir les associations qui ont des militants formés, des militants, comment dire, en plus particulièrement formés, notamment quand c'est SOS Homophobie, c'est extrêmement important. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est tout à l'heure, Anne-Laure a dit quelque chose d'important. Il y a aussi des gens qui, dans leurs mots, disent des choses très blessantes, mais sans se rendre compte qu'ils sont blessants. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on a vu. Là, on est en train de travailler à la mairie de Paris sur l'accueil notamment des personnes trans. Ça fait longtemps, hein, c'est pas nouveau le travail qui est fait, mais on s'est quand même rendu compte que souvent pour des maladresses, eh bien, à l'état civil, à un certain nombre de choses, les personnes ne savent pas comment s'adresser à la personne, comment l'appeler, madame, monsieur, etc. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent être blessants, sauf que la personne qui arrive, elle se sent, voilà, enfin, elle est blessée parce qu'elle n'est pas reconnue dans ce qu'elle est. Et je veux dire qu'il y a aussi ça sur lequel on doit tous et toutes, à tous les niveaux, travailler, et particulièrement dans les services qui accueillent du public
et notamment toutes les mairies. Et c'est ce travail qu'on essaye de faire parce qu'il faut aussi qu'on voit qu'il y a aussi des gens qui sont maladroits. Et c'est pour ça Oui, que les mots sont importants et qu'il faut qu'on les… Voilà, notre travail à nous, militants, élus, etc., c'est aussi de leur dire qu'il y a des façons de parler, il y a des mots à ne pas, comment dire, à ne pas employer. Et ça, je crois que c'est important. C'est pour ça que je voulais aussi revenir sur ce que disait Anne-Laure. tout à fait. Tu as tout à fait raison. De toute façon, les mots sont notre première arme. Et Anne-Laure, je te laisse rebondir. Non, mais je rebondis parce qu'effectivement, ça me semble important. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut toujours laisser le bénéfice du doute de je ne me suis pas rendu compte, je ne sais pas. On reprend, on réexplique, on forme, on fait de la pédagogie. Par contre, au bout d'un moment, quand on sait que les gens ont été formés, qu'il y a eu de la pédagogie, qu'on a communiqué, là, on ne doit plus tolérer et à partir d'un moment, il doit y avoir sanction. Voilà, donc pour moi, vraiment, il faut partir du tout début, de laisser le bénéfice du doute. On peut tous, en plus, sur différents sujets, avoir des mots qui peuvent blesser, mais ce qui est important, c'est d'être formé, de retenir, d'avancer. Et puis aussi, je parlais du rôle du témoin. Je suis convaincue que quand on fait réagir, quand on réagit, ça pousse chacun dans ses retranchements et ça ne peut que améliorer les comportements. Et c'est tellement plus facile quand on est témoin. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce rôle, quoi. Et alors, après, on a, pour revenir un peu sur ce sujet de témoin qui pour moi, a un sens un peu, n'a pas qu'un sens humain, a aussi un sens un peu juridique. Est-ce que quelqu'un, Caroline, peut dénoncer un propos dont a été victime un tiers sans être lui-même concerné? Avec ton micro, s'il te plaît. Du point de vue légal, il est absolument impossible enfin, je veux dire, on doit déposer plainte personnellement. Voilà, c'est très très clair. La plainte, elle est vraiment personnelle. Éventuellement, une association peut intervenir avec l'accord de la personne, mais s'il n'y a pas de plainte de la personne elle-même visée, ça ne sert à rien. C'est un domaine vraiment où l'usage du prétoire est quand même, il est compliqué. Il est compliqué au regard de la masse des propos qui peuvent être tenus vis-à-vis des uns et des autres. Donc, oui, ça c'est une vraie limite. Et donc, je pense que le point sur lequel on doit vraiment mettre l'accent, c'est vraiment l'éducation ce qui commence dès l'école, enfin dès la maternelle en réalité, sur comment on parle à son petit camarade, à sa petite camarade, les mots qu'on utilise, etc. etc. C'est vraiment essentiel, en tout cas pour endiguer le flot éventuel des injures. Et merci Caroline. Jean-Luc, quelles sont les actions qui sont menées par la ville de Paris pour lutter contre justement, au-delà de l'accueil du public, pour lutter contre l'usage de tous ces mots qui font mal? C'est vrai qu'à la mairie de Paris, il y a un double travail. D'abord, un travail par rapport à ses agents. Quand on a près de 60 000 agents, on va voir le travail qu'il y a à faire. Et donc, en interne, avec l'adjoint qui est chargé du personnel, on travaille au maximum là-dessus. Et justement, en ce moment, la maire de Paris veut créer une police municipale et on va créer une école de formation. Et dans cette école de formation, cette police municipale, elle sera formée justement à la question des discriminations, à la question des LGBT-phobies, à la question du sexisme et à la question de l'accueil des personnes. Parce que cette police, on ne veut pas que ce soit comme une police nationale qui fait peur. Elle est là, évidemment, pour s'il y a des problèmes, pour les régler, mais elle est surtout là pour régler les gens. Et aussi pour savoir voilà, leur parler. Et ça, c'est notre vraie préoccupation. Quand tout à l'heure, je me suis permis d'intervenir après Anne-Laure, parce que franchement, moi, ça fait 6 mois que je suis adjoint à la mairie de Paris et j'ai déjà eu plusieurs remontées de gens qui ne se sont pas sentis bien accueillis, même parfois, même si globalement ça se passe bien, mais voilà, il faut dire aussi quand ça se passe des mal. exemples, oui. Il faut s'assumer. J'ai encore eu un exemple il y a une quinzaine de jours d'un couple de femmes qui a été mal reçu dans un état civil. Je ne vais pas vous dire quel arrondissement, mais voilà, les personnes ont fait des réflexions qui n'étaient pas
convenable. Et donc là, ce travail de formation des personnels, c'est vraiment pour nous une préoccupation permanente, et puis aussi une préoccupation permanente qu'on puisse chacun vivre sa vie. Et je crois qu'à la mairie de Paris, quand on va à la machine à café, même si en ce moment, malheureusement, on n'y va plus beaucoup avec le Covid, mais on va y retourner un jour quand même, je l'espère. Oui. Il n'est pas compliqué comme dans certaines entreprises. Vous avez vos collègues qui vous racontent leur vie avec leur famille, leurs enfants, etc. Ici, honnêtement, je pense que la mairie de Paris, et Caroline connaît bien cette mairie aussi, on a réussi à dépasser ça et que chacun raconte son histoire, si on a un copain, si on a une copine, etc. Et on raconte nos histoires de la même manière. Donc, faire que chacun se sente bien. Et après, à l'extérieur, il faut faire le travail par rapport aux plus jeunes, je le disais tout à l'heure, en faisant qu'ils soient formés. Comment dire, David nous rappelait que la première insulte qu'il y a toujours dans les écoles, c'était déjà dans mon enfance. Donc, imaginons, c'est évidemment sale pédé, enfin, c'est souvent ça. Eh bien, ce travail, il est important et c'est pour ça que nous faisons à la fois des formations et par l'intermédiaire d'appels d'offres, nous demandons à des associations de venir parler, parler aux élèves et de faire ces formations, parce que parfois, c'est compliqué pour les enseignants Oui. ils préparent les choses, mais avoir quelqu'un d'extérieur, c'est toujours intéressant. Et puis aussi, par tout ce qui est théâtre, forum, etc., il faut libérer la parole la parole des plus jeunes. Et puis après, ne pas tolérer évidemment ce qui est inacceptable, notamment de la part d'élus, parce qu'il y a encore des élus qui tiennent des propos inacceptables. Et ça, il faut n'avoir aucune parole, puis habituer à un certain nombre de choses. Je sais qu'on nous critique beaucoup parce que dans la mairie de Paris, on a imposé, enfin ça n'a pas été imposé, ça a été voté par les élus, l'écriture inclusive, et qu'on a à chaque conseil de Paris la droite qui veut revenir dessus. Ne comprenons pas le symbole, trouvant toujours un prétexte un peu fallacieux, le symbole de l'importance quand on parle des mots. Et là aussi, je crois que c'est important de le faire. Et nous, dans tous dans nos délibérations, dans tous les documents qui sont faits, on utilise l'écriture inclusive pour n'oublier personne, parce que le but, c'est on est dans une ville où chacun doit pouvoir vivre. Vous savez, moi, j'ai fui ma province parce que c'était difficile à l'époque de vivre son homosexualité dans le Pas-de-Calais, à Béthune. Paris, ça a été pour moi une ville refuge. Et aujourd'hui, une ville la ville de la liberté. Et je crois que plus que jamais, on doit faire que cette ville, elle soit beaucoup plus libre. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs créé un observatoire des LGBT-phobies qu'on réunit 2 fois par an. Maintenant, il va y avoir des commissions, etc., pour avancer dans cette question, parce qu'on voit toujours qu'il y a des agressions violentes qui sont faites régulièrement sur des gays, sur des lesbiennes, sur des trans. Même des trans sont mortes. Je pense à Campo, dont on parlait. Les Campo, oui. Il y a quelques jours. Et voilà, et il faut parce que c'est un travail constant, et ça, nous, on veut le faire de notre côté, et on le fait bien sûr avec les associations, parce que rien ne se fait sans les pairs. Et c'est là où on voit la complémentarité des actions qui doivent et qui peuvent être menées entre le tissu associatif représenté par David et SOS Homophobie, entre des personnes publiques engagées et qui portent leur engagement aussi au travers de leur métier, comme Caroline, le monde du travail, parce que je le répète, ce chiffre est important. 40 ans, on passe 40 ans avec des personnes qui ne sont pas notre famille, mais qui sont notre quotidien. Et donc, il faut pouvoir continuer ces actions de pédagogie. Et puis, Jean-Luc le répétait, des personnes publiques qui ont le devoir de ne pas déraper, qui ont aussi le devoir de réagir à chaque fois qu'il y a un dérapage. Et je pense que toutes ces forces-là, mises bout à bout, on le voit aujourd'hui avec le webinaire qu'on mène avec Tétu Connect, ça devrait faire avancer notre société et continuer à la faire avancer dans le bon sens. Alors, je regarde s'il y a des questions. On a eu pas mal de questions concernant la formation des jeunes auxquelles David a répondu.
Il y a une petite chose, Nicolas, qu'on peut peut-être quand même rajouter qui me semble important sur l'entreprise, mais du coup, sur se libérer, pardon, je n'ai pas parlé, je me permets du coup, comme je ne vois pas de questions, c'est également le rôle modèle, c'est-à-dire les gens qui osent parler, tout le monde n'a pas envie, et libre à soi, mais on a toujours besoin, je trouve, c'est plus facile d'avoir des rôles modèles qui vont justement trouver les mots, prendre la parole, montrer l'exemple. Et en entreprise, c'est vraiment essentiel parce que ces rôles modèles vont permettre à d'autres qui n'oseraient pas de se sentir plus libres de parler s'ils le souhaitent encore une fois. Et c'est vrai que c'est juste un sujet qu'on n'a pas abordé, mais je trouve que les rôles modèles, ça peut être très important, notamment en entreprise, tout comme les personnalités publiques, pour que chacun se sente libre, parce que je crois que c'est vraiment ça, de parler ou pas de parler. Tu as tout à fait raison, Anne-Laure. Et il y a une force importante des rôles modèles, des personnes qui ont le pouvoir d'avoir la lumière sur eux et de dire aux autres, vous voyez, c'est possible. On peut exister, on peut progresser professionnellement tout en étant qui l'on est, sans avoir à se cacher. Parce que je rappelle que pour se cacher dans le monde du travail, la burqa, même à paillettes, n'est pas une tenue réglementaire. Donc, nous n'avons que la non-utilisation des mots pour nous définir. Hein, c'est un sujet qu'on n'a pas. Les mots ont parfois aussi un rôle de dissimulation et on sait ô combien c'est chronophage. Alors, pour vous donner une info en avant-première, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce webinaire, nous allons commettre avec Tétu un mémentum de tous les mots, de toutes les expressions, de ceux qui nous définissent, de ceux qui nous caractérisent. Alors, quand je dis nous, ce sont les personnes qui sont sur cette terre, puisque vous voyez qu'il y a une diversité autour des écrans. Hein. Vous avez des personnes avec des systèmes capillaires plus ou moins développés, vous avez des barbus et des non-barbus, vous avez des blondes et des bruns, vous avez vraiment la diversité de la société autour de cet écran. Vous avez des personnes qui ont des affinités affectives avec le même sexe, d'autres qui les ont avec le sexe opposé au leur. Donc tout est possible dans la société. Donc nous allons commettre un mémentum sur l'ensemble de ces vocabulaires et de ces lexiques, les mots qui nous définissent, les mots qui nous font mal. Et moi, je voudrais juste vous utiliser un seul mot après une citation d'une dame américaine de la fin du 19e siècle. Donc, elle n'a pas connu Joe Biden jeune, mais elle est heureuse qu'il soit aujourd'hui à la présidence. Pécher par le silence quand il devrait protester transforme les hommes en lâches. Donc, il ne faut pas se taire lorsqu'on reçoit des mots ou on entend des mots qui sont blessants. Il faut expliquer que ces mots n'auraient pas dû ou ne devraient plus être dits. C'est Ella Wheeler Cox qui a fait cette citation. Et moi, à vous quatre, et à toutes celles et à tous ceux qui nous ont écoutés, je voulais juste vous dire un seul mot, merci. Vous avez été formidables et nous allons, comme on dit, pour ceux qui ont connu Béthune ou je bled juste un dessus, tout jeune, on va rendre les antennes et le studio à Coney-Yagé. Merci beaucoup à toutes et à tous et à tout bientôt. Le mois prochain, nous allons parler des femmes. Merci Nicolas, merci à tous. Bonne journée. Sujet, il y a beaucoup à dire. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci Nicolas. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci Jean-Luc, merci David, merci Anne-Laure qui est encore là. Désolé, moi j'ai eu des problèmes de connexion par moment, mais désolé. Les joies du direct. C'est pas grave. Bravo, Merci beaucoup. J'ai juste une petite question, peut-être Oui, pour Anne-Laure. Annie et Nicolas. Est-ce que vous faites on est hors antenne là? Attends, pas tout à fait. C'est pas Je retourne à la région. Non, mais À bientôt À bientôt, Jean-Luc. C'est pas mal. À bientôt.